Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire qui donnera une introduction à la procédure anti-dumping européenne. Mon nom est Bianca Deane, je suis porte-parole pour l'Alliance pour l'énergie solaire accessible, ou AFAS. AFAS est une alliance de plus de 130 entreprises dans le marché de l'énergie solaire. Cette entreprise considère que le libre accès au marché est la clé pour une industrie européenne photovoltaïque compétitive. Cette entreprise s'enjoint à AFAS afin de donner une voix à l'industrie européenne et de s'opposer aux conséquences négatives d'une approche protectionniste pour le marché. AFAS a le plaisir d'être hôte d'une série de webinaires afin d'informer les entreprises sur le développement depuis l'investigation d'antidumping a commencé. Cette plainte pourrait entraîner une augmentation significative du coût pour l'industrie et notre objectif est de vous informer comment vous engager dans le processus de l'enquête qui sera conduit par la Commission européenne, afin de protéger vos intérêts et vos droits dans cette procédure qui prendra 15 mois. Permettez-moi de vous présenter Madame Paulette van der Schuren, associée du cabinet d'avocats Meyer Brown à Bruxelles. Madame van der Schuren a plus de 30 ans d'expérience en antidumping. Madame van der Schuren, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Merci Madame De Angelis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce webinaire et merci de vous joindre à nous en cet après-midi pluvieux sur une partie de l'Europe, je crains. Nous allons parler aujourd'hui en effet de la procédure qui vient de s'ouvrir le 6 septembre dernier et en particulier des intérêts des utilisateurs. En réalité, on aura trois sujets à aborder aujourd'hui. Le premier étant le produit concerné. Quel est le produit qui est en effet visé par cette procédure? Qui a déposé la plainte? Est-ce que votre société est un utilisateur du produit concerné? Quel est le rôle des utilisateurs dans une enquête? Dois-je notifier la Commission européenne que je souhaite coopérer dans l'enquête? Quels sont les objectifs d'une réponse au questionnaire adressé aux utilisateurs? Et finalement, comment procéder pour remplir ce questionnaire? Tout d'abord, en ce qui concerne le produit concerné, pour ceux d'entre vous qui ont participé au webinaire précédent, nous avions déjà indiqué que le produit concerné couvrirait non seulement les modules ou panneaux photovoltaïques, mais également les cellules et les tranches de silicium. Et en effet, cela s'est avéré exact. La communication d'ouverture définit en effet le produit concerné par l'enquête comme étant des modules ou panneaux photovoltaïques au silicium cristallin et également les cellules et tranches de silicium utilisées pour la production des modules ou panneaux, pour autant que cela ne dépasse pas une certaine épaisseur qui est mentionnée. Par contre, ce qui est prévu également, c'est trois catégories de produits qui ne sont pas concernés par l'enquête et qui seront par conséquent pas sujets à des droits anti-dumping si des droits sont imposés à l'issue de cette enquête. Il s'agit tout d'abord des chargeurs solaires faits de moins de 6 cellules portables et fournissant de l'électricité à des appareils ou des batteries. Ensuite, il s'agit également de produits à base de films photovoltaïques minces. Ce sont ces produits-ci qui également sont déjà exclus de la procédure qui est menée par les enquêteurs aux États-Unis. Et ensuite, finalement, les produits photovoltaïques à base de silicium cristallin qui sont intégrés de manière permanente à des biens électriques. Le produit concerné est également défini en plus de détails par rapport aux positions tarifaires que ce produit peut occuper dans la nomenclature tarifaire de l'Union européenne, c'est-à-dire la nomenclature combinée. Il s'agit d'une liste de postes ou de sous-positions tarifaires, dont la première est le poste 3818-0010, qui couvre les wafers, pour parler anglais, si vous me le permettez une seconde. Ensuite, il y a différents postes sous le poste principal 8501 qui couvrent les moteurs électriques, mais la position tarifaire principale
41 qui couvre les cellules et les panneaux photovoltaïques. Vous avez vu également que les lettres E, X précèdent toutes ces sous-positions tarifaires. Cela veut indiquer que tous les produits qui entrent dans ces positions tarifaires, théoriquement, ne sont en effet pas couverts, sont uniquement couverts ceux qui correspondent à la description qui a été donnée dans la troisième dispositif, donc à nouveau, les cellules, les wafers et les panneaux et modules. Quelles sont les sociétés qui ont déposé les plaintes? La plainte identifie les sociétés suivantes, identifie SolarWorld AG comme nous l'avions préconisé, il identifie d'ailleurs également Sovelo AG qui n'est pas mentionné dans la liste sur la page 5 que vous avez à l'écran, mais qui est néanmoins explicitement mentionné dans la plainte. Et ensuite, certaines sociétés supplémentaires sont mentionnées, Azimut SRL, Brandoni Solare SPA, Capello Alumínio SRL, Energica SRL et finalement VPM Solar SPA. Les autres plaignants, et il y en aura vraisemblablement 20 à 25, restent anonymes, de même que d'autres producteurs européens qui, bien que n'étant pas plaignants directement, ont quand même notifié la Commission de leur soutien pour l'enquête qui est maintenant ouverte. Alors, la question est évidemment de savoir, est-ce que vous êtes un utilisateur? Alors, le concept d'utilisateur est un concept large et l'est très certainement dans le cas présent, ou du moins nous le préconisons. Le concept couvre non seulement la société qui achète des panneaux modules étranges de silicium pour les revendre, mais également la société qui les achète pour les assembler ou pour les incorporer dans une installation plus large, une installation solaire large. Sont également concernés les utilisateurs finaux de produits solaires, c'est-à-dire les consommateurs privés ou également les producteurs d'énergie. Mais sont également concernés les installateurs solaires, les intégrateurs de systèmes, les ingénieurs, en somme toutes les sociétés et toutes les activités qui directement ou indirectement ont à voir avec les produits solaires visés et ont à voir ou participent immédiatement au marché de l'énergie solaire dans la communauté européenne. De plus, et je le mentionne séparément, les fournisseurs de matières premières, de composants et d'équipements également sont partie intéressée à l'enquête et peuvent également faire part de leurs soucis et de leurs commentaires, peuvent également répondre à un questionnaire spécifique. Nous ne traiterons pas de ces questionnaires dans le webinaire présent, mais au cas où l'un d'entre vous aurait des questions à ce sujet, afin de faire un plaisir d'y répondre. Quel est le rôle des utilisateurs? Alors, le rôle est en fait d'indiquer à la Commission quels sont les intérêts de l'industrie utilisatrice ou des fournisseurs de services en matière de produits solaires en ce qui concerne l'imposition de mesures anti-dumping ou non. Quelle est l'incidence matérielle sur les activités de cette industrie? Et je le mentionne particulièrement parce que nous avons noté dans le contexte ou dans la plainte que certaines allégations sont faites qui peuvent attirer votre attention et qui pourraient également faire l'objet d'arguments de votre part. En particulier, nous vous fournissons dans cette page 7 une traduction des paragraphes 210 et 211 de la plainte. Le paragraphe 210 indique la chose suivante. Étant donné la vitesse à laquelle les prix ont chuté et dans quelle proportion, il est improbable que des mesures auraient des effets sensibles sur la tendance au déclin des prix des produits concernés, qui est porté par l'évolution technologique. En d'autres termes, les plaignants indiquent que même s'il y avait des mesures anti-dumping, à terme, il est peu probable que les prix des produits photovoltaïques augmentent suite à l'imposition de mesures anti-dumping.
J'imagine que certains d'entre vous ont immédiatement des arguments à ce sujet, puisque l'imposition de droits anti-dumping aura pour effet d'augmenter les coûts des importateurs, mais également des utilisateurs, et affectera par conséquent la coût de production et la profitabilité des activités. Par ailleurs, j'attire également votre attention au paragraphe 211 qui stipule dans tous les cas, les utilisateurs et installateurs auront toujours le choix entre nombreuses sources alternatives d'approvisionnement, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. En effet, il y a d'autres extraits de la plainte dans laquelle EU Proson indique que les utilisateurs importateurs détaillants ou grossistes auront toujours la possibilité d'acheter les produits photovoltaïques auprès de soit les fabricants européens, mais également auprès de fabricants alternatifs, tels les fabricants en Corée du Sud, aux États-Unis ou au Japon. Cela aussi, j'imagine, pourrait appeler des arguments et des commentaires de votre part afin d'indiquer à la Commission quelle est l'incidence exacte de l'imposition de mesures anti-dumping. Est-ce que vous avez vraiment, ou est-ce que vous considérez vraiment que cela n'aura pas d'impact sur les prix et que vous aurez toujours la possibilité d'acheter des produits photovoltaïques à des prix inférieurs dans d'autres pays? Alors, que vous pourrez faire pour réfuter ces allégations, ou du moins pour donner vos arguments et faire part de vos soucis à cet égard? Vous pouvez participer à la procédure par le dépôt d'une réponse à un questionnaire pour utilisateur, par le dépôt d'autres écrits ou d'autres arguments, et par la participation à des auditions avec les enquêteurs de la Commission, afin de démontrer que l'imposition de droits anti-dumping pourrait en effet avoir des impacts négatifs sur les activités de votre société et votre profitabilité, mais également afin de démontrer que s'il y aurait ou s'il y avait préjudice subi par les producteurs européens de produits photovoltaïques, du moins ce préjudice n'est pas causé par les importations de produits photovoltaïques venant de Chine. Alors, quelle est la première étape? Si vous voulez en effet faire part de vos soucis et de vos commentaires, il faut en premier lieu que, avant le vendredi 21 septembre 2012 prochain, vous envoyez une lettre à la Commission indiquant que vous êtes partie intéressée à cette procédure et que vous réservez le droit d'être entendu. Cette lettre peut être envoyée par courriel, par email, à l'adresse qui est mentionnée à l'écran, tradesolar-injury@ec-europa.eu. Nous avons sur le site de la phase un modèle ou une lettre modèle que vous pouvez utiliser comme source d'inspiration pour écrire une telle lettre à la Commission, et dans lequel nous avons indiqué en effet le minimum des informations, c'est-à-dire d'indiquer quelles sont précisément vos activités en matière d'énergie solaire. Êtes-vous acheteur, êtes-vous importateur, êtes-vous installateur, et pour indiquer en effet que vous voulez participer à la procédure et que vous vous réservez le droit d'être auditionné par la Commission. Cette lettre est une lettre modèle, je le répète. Elle vous donne une indication quelles sont les informations minimum à fournir auxquelles vous voulez participer, au cas où vous voudriez participer, mais vous pouvez bien évidemment l'ajuster pour être plus précisément, ou pour ajuster plus précisément et vos activités et vos soucis en la matière. La deuxième étape pour les utilisateurs est de répondre à un questionnaire spécifique pour utilisateurs. En effet, la Commission européenne, dans la plupart, sinon toutes les procédures anti-dumping, prépare un questionnaire spécifiquement destiné aux utilisateurs. Dans le cas présent, dans l'enquête sur les produits photovoltaïques en provenance de Chine, le questionnaire n'a pas encore été émis et adressé par la Commission à ce jour. Du moins, il ne l'était pas hier soir quand j'ai vérifié la dernière fois, mais le sera vraisemblablement dans les jours qui vont suivre.
Nous allons, pendant ce webinaire, vous donner quelques indications sur les questions qui sont posées dans le contexte de ces questionnaires et quels sont les objectifs de la Commission en posant ces questions. Le questionnaire véritable qui sera émis par la Commission pourrait être un peu différent de ce que nous allons discuter aujourd'hui, mais nous avons pris exemple d'un questionnaire qui a été émis par la Commission en 2012 et le questionnaire final pour les produits photovoltaïques chinois ne sera vraisemblablement pas substantiellement différent du questionnaire dont nous traiterons aujourd'hui. La date limite pour le dépôt de la réponse à ce questionnaire est actuellement le 15 octobre, soit 37 jours après l'ouverture de l'enquête, si ce n'est que, le questionnaire n'étant pas disponible à l'heure actuelle, il est vraisemblable que la Commission accepte de postposer cette date du 15 octobre d'une semaine ou deux. Il faudra attendre l'émission du questionnaire avant de pouvoir confirmer quelle sera la date exacte. Nous vous tiendrons au courant. La PAS aura vraisemblablement un communiqué sur son site pour indiquer quelle est la date exacte. Prenez en compte actuellement que cela pourrait être le 15 octobre. Il vaut mieux être plus conservatif à l'heure actuelle que de s'attendre à ce qu'il y ait un délai, disons, très long d'encore un mois ou deux. Donc, deuxième étape, c'est de répondre à ce questionnaire. Les informations seront utilisées par la Commission pour déterminer l'incidence de mesures anti-dumping sur votre société par rapport à certains facteurs qui sont en effet les bénéfices de votre société, l'importance du secteur solaire dans les activités complètes de votre société et également l'incidence par rapport à l'emploi, par rapport aux investissements que vous avez faits. Alors, bien évidemment, la seule réponse d'un utilisateur ne sera pas percutante. Ce que fera la Commission, c'est de regarder toutes les réponses venant de différents utilisateurs, les uns après les autres, afin de déterminer en général quelle est la tendance et quel est l'impact réel sur tous les utilisateurs, afin de déterminer si l'intérêt des utilisateurs, tous qui auront fait connaître leur position, prévaut sur les intérêts des producteurs européens de produits photovoltaïques. Certaines des informations demandées dans ce questionnaire, et en particulier par rapport au coût de production, ne sont pas immédiatement utiles pour des utilisateurs qui, eux, ne façonnent pas des produits et n'ont pas de coût de production en tant que tel. Par rapport, par exemple, aux fournisseurs de services tels les ingénieurs. Est-ce que pour autant les ingénieurs n'ont pas intérêt à répondre à une question? Non, je crois qu'ils ont intérêt à faire connaître leur position parce qu'il y a également dans ces questionnaires des questions qui peuvent être utiles et qui s'adressent à des ingénieurs. Il suffit dès lors de ne pas répondre aux questions qui ne sont pas immédiatement applicables, telles que les questions sur le coût de production. Je passe par la diapositive 13 qui vous donne un peu toutes les différentes sections des questions. Pour immédiatement, regardons les questions précises. Première question du questionnaire, la question générale sur le nom de votre société, la forme juridique, son adresse, la personne à contacter, pas de problème particulier à l'égard de cette question. Deuxième question, qui est d'ailleurs liée à une question ultérieure, question sur les actionnaires de la société en question, le pourcentage des actions détenues et les activités de ces actionnaires, question destinée à avoir une vue globale sur les activités de la société, mais surtout de savoir est-ce qu'il s'agit d'un groupe, est-ce que d'autres membres du groupe sont également actifs au sein du marché de l'énergie solaire. Le questionnaire pour utilisateur demande un organigramme de la société, mais également demande de structure hiérarchique du groupe auquel la société pourrait appartenir.
En particulier, cela donnera un premier aperçu à la Commission de l'importance de l'énergie solaire pour les activités globales de la société. Est-ce que l'énergie solaire est une seule partie ou une seule branche d'activité par rapport à plusieurs autres branches d'activité et donc, est-ce que cette activité pourrait être importante ou non? J'avais déjà indiqué à la diapositive précédente qu'il y avait une demande en ce qui concerne l'actionnariat de la société. Le tableau B4 est lié puisqu'il demande également des informations sur des sociétés apparentées, leurs activités, le pourcentage que ces sociétés détiennent dans votre société, mais également dans ce contexte-ci, le pourcentage détenu par votre société dans ces sociétés apparentées. Il vous est parfaitement loisible de fusionner les deux tableaux et d'en faire un seul. Ensuite, les questionnaires demandent en général une indication de la liste complète de la gamme vendue ou traitée ou des services rendus par votre société. À nouveau, cela donnera un aperçu de l'importance des produits solaires et de l'énergie solaire dans la gamme complète des produits et services traités par la société. Demande également de brochures de produits et demande dans l'emplacement des pièces comptables. En effet, vous le verrez, on le traitera. Il y a énormément de questions sur le coût de production, sur les pertes et profits des activités en question. Donc, la Commission pourrait éventuellement décider de vérifier sur place auprès des sociétés utilisatrices l'exactitude des données fournies dans le contexte d'une réponse à un questionnaire, et il faut alors qu'elle sache où les données comptables sont détenues. Alors, il y a une question qui semble innocente, mais qui est quand même importante dans le contexte du questionnaire, qui traite de la comparaison des produits. Et la question, vous le verrez dans le tableau, est de savoir quelles sont les caractéristiques du produit photovoltaïque produit dans l'Union européenne par rapport aux caractéristiques des produits importés de Chine, mais également de produits importés de pays tiers, tels la Corée du Sud, le Japon, le Taïwan ou les États-Unis. Pourquoi? D'une part, parce que les plaignantes ont indiqué que les produits photovoltaïques d'origine chinoise sont vendus à des prix qui, de loin, sous-cotent les prix des produits fabriqués dans la communauté européenne. Et il se pose dès lors une question, est-ce que les produits sont parfaitement comparables? Est-ce qu'il y a des différences dans les caractéristiques physiques, dans les fonctionnalités ou dans les compositions des produits qui distinguent le produit chinois du produit européen et qui expliquent pourquoi il y a une différence de prix? Question également de savoir, est-ce qu'il y a d'autres produits sur le marché en provenance d'autres pays qui sont comparables aux produits chinois? Est-ce que par conséquent, le produit chinois est substituable par d'autres produits au cas où des mesures anti-dumping seraient imposées? Évidemment, la question sera posée également sur les différences aux producteurs européens et également aux producteurs chinois, mais la réponse qui est demandée ici aux utilisateurs est une question importante puisque les utilisateurs ont une opinion neutre et leurs positions qui seront exprimées dans le tableau à fournir dans le contexte d'une réponse à un questionnaire posé aux utilisateurs sera donc considérée avec d'autant plus d'importance par la Commission européenne. Ensuite vient la question sur les achats, et c'est la section D des questionnaires qui demande aux utilisateurs qui achètent le produit d'identifier non seulement le pays d'origine, donc pas uniquement la Chine, mais également la communauté européenne ou les autres pays tiers, le nom du fournisseur et ensuite la valeur et les volumes des achats effectués, 2009, 2010, 2011, et ensuite pour la période d'enquête qui couvre la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
Cette question est importante parce qu'on aura une tendance qui permettra de vérifier ou de corroborer les allégations des plaignants. Est-ce qu'il y a vraiment eu, par rapport à vos sociétés, un transfert des achats effectués dans les années antérieures auprès des fabricants européens et en faveur ensuite des fabricants chinois? Également, est-ce que vous avez déjà des sources d'approvisionnement autres que la Chine et la communauté européenne? Par ailleurs, en demandant le valeur et l'unité, il se dégagera également une valeur moyenne pondérée qui permettra de voir s'il y a en effet auprès de votre société une tendance à la baisse des prix. Le questionnaire demande également, pour corroborer toutes ces données, certaines informations sur les systèmes d'achat. Et en particulier, de donner non seulement le nom des fournisseurs, mais également toutes leurs références, et très spécifiquement d'expliquer comment les prix d'achat sont fixés. Est-ce qu'il s'agit d'offres et contre-offres? Et est-ce que dans ce système, les offres de certains seront mesurées aux offres d'autres? Comment cela s'établit? Est-ce que le prix s'établit par rapport aux fluctuations de prix de matières premières, telles le polysilicone? La Commission tente là d'apprendre ou d'être informée sur l'impact ou les facteurs qui ont un impact sur le prix. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un élément de concurrence ou il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu? Il y a également une question sur tous les liens contractuels que vos sociétés ont et qui ont trait à l'utilisation des produits photovoltaïques. Il y a notamment une question sur les accords de compensation, question qui n'est pas tout à fait innocente, qui pourrait donner lieu à vérification si le prix d'achat pourrait être compensé par des contributions reçues par les fournisseurs sous forme, par exemple, de participation à des campagnes de promotion ou de publicité. Question également de fournir 3 factures par fournisseur afin de corroborer les tendances de prix établies dans le tableau donnant des volumes et des valeurs pour 2009 et les années ultérieures. Ensuite, question importante sur la production et les ventes. La question et le tableau que vous voyez là demandent les valeurs et le volume de production utilisant les produits photovoltaïques concernés et demandent ces coûts de production ou des valeurs et volumes de production par produit, par type de produit. Demande également le total des volumes de vente séparés entre ventes au sein de l'Union européenne et ventes en dehors de l'Union européenne. Cela permettra à nouveau d'indiquer des tendances en ce qui concerne la valeur et le volume des productions, tendances également pour ce qui concerne la valeur des ventes des produits finis utilisant les produits photovoltaïques concernés et les tendances en matière des marges brutes. La question est également posée de décrire les fabrications afin que la Commission comprenne bien quels sont les stades de production qui correspondent à la production dont la valeur et le volume a été indiqué dans le tableau précédent, mais dont le coût va être demandé ici dans la diapositive 24. Vous voyez un tableau qui demande spécifiquement les coûts de production et la ventilation par coût pour le produit final dans lequel vous utilisez les produits photovoltaïques. Alors, l'importance où cette question vise à déterminer la tendance par type de coût de production, par produit fixe. Est-ce que les produits fixes sont importants? Est-ce que les produits variables sont les plus importants? Quelle est la tendance
quelle est l'importance du coût de production pour les produits concernés dans le total des coûts de la société, puisque le total des coûts de la société devra également être donné dans un tableau suivant, qui est d'ailleurs ici à l'écran. La demande est faite où le tableau est destiné à obtenir la rentabilité de la société dans sa vue globale. Donc, au cas où votre société a plusieurs branches d'activité, dont le solaire, mais également d'autres branches d'activité, ce tableau vise à obtenir des données sur le coût total de la société, la rentabilité totale de la société. Ensuite, est demandé également la rentabilité, donc en fait, le tableau perte et profit pour le secteur dans lequel les produits photovoltaïques sont utilisés, séparés entre les ventes dans l'Union européenne et les ventes en dehors de l'Union européenne. À nouveau, ventilés par type de coût, préfixe ou coût fixe plutôt et coût variable. Et en bout de piste que la Commission aura par société, alors la rentabilité ou les marges bénéficiaires en ce qui concerne le produit dans lequel le produit concerné est utilisé, mais aurait également la comparaison avec la rentabilité de la société au total et l'importance du secteur solaire dans la totalité des activités effectuées par la société. Donc, pourra indiquer si pour la société concernée, le coût imposé par l'augmentation ou l'imposition des droits anti-dumping sera tel qu'il y aura un impact particulier sur le coût de production pour le secteur concerné et sur la rentabilité totale de la société. Bon, maintenant, vous voyez dans le texte qu'il s'agit de la rentabilité du secteur dans lequel le produit concerné est utilisé dans l'Union européenne. Je voudrais quand même accentuer le fait qu'ici également, les sociétés qui prestent des services et qui ne vendent pas des produits peuvent également faire état de leur rentabilité à eux, en arguant également par ailleurs que s'ils attendent à ce que le marché ou la demande pour le solaire soit réduite suite à la consolidation du marché actuel ou suite à l'imposition des droits anti-dumping, leur profitabilité, leur chiffre d'affaires et leur profitabilité sera également affectée. Comment répondre à ces questions qui sont en effet des questions détaillées par rapport à une comptabilité? Il faut répondre honnêtement au vu des données présentes dans la comptabilité. D'ailleurs, les comptes annuels devront être déposés avec le questionnaire et donc les coûts devront être en accord avec ce qui se trouve dans ces comptes annuels et dans les pièces comptables de la société. Il est tout à fait compréhensible que des coûts doivent être alloués par rapport à des branches d'activité ou des produits séparés. Une clé d'allocation est parfaitement acceptable. Il s'agit de déterminer laquelle est la plus appropriée, est utilisée dans votre société, et sinon d'utiliser une clé de ventilation qui est fondée sur le chiffre d'affaires. À nouveau, que ressortira-t-il de ces données? La Commission va déterminer au vu de ces données s'il y aura un impact important sur vos activités. Est-ce que vous pourrez absorber le coût supplémentaire dans votre rentabilité ou est-ce qu'il vous faudra répercuter le coût supplémentaire des droits anti-dumping dans vos reventes et est-ce que votre système de négociation de prix permet en effet une telle répercussion? La Commission demandera également des informations sur les investissements effectués par votre société et la question est là, est-ce que les investissements effectués sont tellement importants qu'au cas où des besoins anti-dumping sont imposés, ces investissements seront gravement affectés et donc ce qui aura également des répercussions sur la rentabilité de l'entreprise concernée. Question également sur l'emploi. Les plaignants ont argué du fait que
la continuation de leurs activités est en jeu et que l'emploi est également en jeu. Il s'agit maintenant pour la Commission de déterminer si l'emploi en jeu au niveau des producteurs des produits photovoltaïques dans la communauté européenne est également en rapport aux emplois qui pourraient être en jeu au niveau de l'industrie utilisatrice. D'où la question de savoir combien d'emplois sont en jeu, combien d'emplois ont été créés au niveau de l'industrie en amont et en aval. D'autres questions apparaissent également dans le questionnaire, et là, il ne s'agit plus de donner des données chiffrées, mais il s'agit de donner vraiment vos commentaires par écrit sur le développement de la consommation du produit photovoltaïque concerné par cette enquête, et également l'évolution de la consommation dans les 3 années qui viennent du produit dans lequel vous utilisez ces produits photovoltaïques ou pour la prestation de vos services. Comment va se développer cette consommation et surtout, comment va se développer cette consommation lorsqu'il y aura des mesures anti-dumping et quels en seront les effets sur votre entreprise. Seriez-vous en effet en mesure de transférer à vos clients toute augmentation de coûts? Dans quelle mesure pourriez-vous aller acheter des produits auprès d'autres fournisseurs? Donc à nouveau, la réponse à ces questions devra être cohérente avec les réponses que vous aurez déjà fournies dans d'autres sections du questionnaire. Et par ailleurs, il y aura une question générale qui est de dire, maintenant, nous vous avons posé des questions, mais il vous est tout à fait loisible de donner tous vos commentaires que vous pourriez avoir au sujet de votre intérêt dans cette affaire et la raison pour laquelle nous, Commission, devrions nous abstenir de proposer l'imposition de droits ou, le cas échéant, d'imposer des droits. Toute information à ce sujet sera prise en compte par la Commission. Alors, nous avons vu que la Commission demande des coûts de production des prix. Je suppose que certains d'entre vous vous posez la question de savoir, oui, mais il s'agit là d'informations très très confidentielles. Est-ce que la confidentialité de nos informations est garantie? Oui, vous pouvez parfaitement soumettre ces informations de façon confidentielle et demander le traitement confidentiel par la Commission, qui par conséquent ne rendra pas ces informations publiques. Toutefois, pour toutes les informations dont vous demandez le traitement, pour lesquelles vous demandez le traitement confidentiel, il faudra également demander ou fournir une version non confidentielle. Et nous avons donné ici dans la diapositive 33 une indication de ce qui peut être fait, ce qui est en pratique généralement fait pour donner cette version non confidentielle. Version non confidentielle qui sera disponible dans les dossiers de la Commission et qui sera soumise sur demande sous forme d'un CD-ROM à toutes les parties intéressées. Donc par conséquent, en également sauvegardant vos droits à participer à la procédure, vous pourrez également recevoir une copie de la version non confidentielle de toutes les autres parties intéressées dans cette procédure, qu'il s'agisse des producteurs exportateurs chinois, des producteurs européens ou des autres utilisateurs des produits photovoltaïques. Nous abordons maintenant la fin de cette présentation. Quelles sont les étapes principales? L'ouverture de la procédure a eu lieu le 6 septembre. À partir de là, la date prochaine, le deadline prochain est le 21 septembre 2012 pour que les utilisateurs fassent le dépôt de leur demande de prise en compte de leurs commentaires auprès de la Commission. C'est également la date limite pour ceux des sociétés qui sont également des importateurs de produits pour faire le dépôt des informations destinées à permettre à la Commission à effectuer ou non un échantillonnage sur les importateurs indépendants. Ensuite, deadline, le 15 octobre pour le dépôt des réponses au questionnaire pour utilisateurs. Deadline qui pourrait un peu être postposé par rapport à la date précise à laquelle la Commission transmettra ces questionnaires, mais deadline également pour que les utilisateurs et les importateurs
fassent connaître leurs commentaires sur les allégations émises par les plaignants en ce qui concerne le préjudice qu'ils ont subi et la cause de ces préjudices. Ensuite, la Commission prendra la période du mois de novembre à environ le mois de mars pour analyser toutes les informations qu'elle a reçues. Et la date deadline ensuite est du 5 juin 2013, date à laquelle la Commission devra prendre position sur l'imposition ou non de mesures provisoires. Et date finale de toute cette enquête, 5 décembre 2013, date limite pour que la décision définitive soit prise et que l'enquête soit clôturée. Sur ce, mesdames, messieurs, je clôture cette présentation, mais je vais vérifier si certains d'entre vous ont des questions. Je me fais dire qu'il n'y ait pas de questions. Je vous laisse une minute ou deux pour encore introduire vos questions. Et au cas où il n'y aurait pas de questions, nous prendrons congé. Mesdames, Messieurs, je ne vois pas de questions. Je me permets donc de clôturer cette présentation, de vous remercier pour votre participation et de vous souhaiter encore une bonne fin d'après-midi. Je passe la parole à Madame De Angelis. Merci beaucoup Madame Van Oskeren pour avoir partagé votre expérience aujourd'hui et merci également aux nombreux participants qui ont participé au webinaire. Nous vous invitons à aller sur les sites d'AFAS maintenant et télécharger la lettre exemplaire pour registration avec la Commission européenne qui vous trouverez téléchargée ce soir sur le site AFAS. AFAS reste à votre disposition et toute question que vous pouvez avoir, vous pouvez adresser à le team AFAS et à moi. Merci beaucoup et bonne soirée.